Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je retrouve, comme on l'avait fait d'ailleurs pour Memento, l'ami Boomster. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va chaudement mais très bien, parce que quand on enregistre cette vidéo, on est en pleine canicule. Voilà. Oh là là, ouais. Mais Il fait chaud, il fait chaud. justement, c'est parce qu'il fait chaud qu'on va parler d'un film particulier qui a fait couler pas mal d'encre à sa sortie. Le troisième volet de la trilogie originale d'ailleurs, X-Men 3, l'affrontement final, réalisé par un certain Brett Ratner qui remplace Bryan Singer parti faire Superman Returns, hein, il me semble, à l'époque. C'est ça que j'adore, mais c'est un autre débat. Oui, c'est un bon Superman, c'est vrai que lui aussi est assez mal aimé. Et alors, au casting, on retrouve à peu près les mêmes que les épisodes 1 et 2, puisqu'il y a Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen, Anna Paquin, Patrick Stewart, et on en passe. Il y a une actrice que j'ai pas nommée, sinon c'est déjà spoilé. C'est ça qui est drôle. Bon, évidemment, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez vu le 1 et le 2, parce que personne n'a regardé le 3 sans avoir vu le 1 et le 2. Oui, ils sont peut-être 5 dans le monde entier. Ouais, c'est vrai que ça serait un peu dommage. Alors, le film est sorti en 2006. Moi, les comics, je connais pas du tout, ou très peu, donc j'ai découvert l'univers X-Men avec le 1 et le 2. Est-ce que toi, t'avais un rapport particulier avec les comics, ou t'étais plus en mode découverte aussi? Moi j'ai découvert vraiment l'univers des comics à travers le cinéma. Ouais. Et je m'y suis intéressé par la suite vers l'âge de 13-14 ans. Ouais, c'est souvent dans Aux cet comics. ordre-là. C'est vrai que les petits Français, souvent, sont intéressés aux X-Men après la saga filmique. Et donc, alors, bah là, ça se passe quelques jours, quelques mois, on sait pas trop, après les événements du 2, où il s'est passé quelque chose d'assez dramatique. Alors attention, là déjà, spoiler du 2, bah oui, la pauvre Jane Grey est décédée, voilà. Oui, malheureusement. Alors c'est un peu le deuil, etc. On rappelle, hein, guerre entre les humains et les mutants, voilà. Et là, au début du 3, un projet pharmaceutique a décidé d'élaborer un vaccin pour soigner les mutants, enfin leur enlever les pouvoirs et les faire devenir humains, voilà. Et forcément, ça va créer encore une petite dispute entre d'un côté Magneto et de l'autre le professeur Xavier et les humains, enfin voilà. C'est un petit peu une triade de guerre à ce moment-là. Et on va retrouver nos héros qui vont affronter d'autres dangers, hein, pour faire simple. Et alors le film a été mal aimé parce que le 1 et le 2 ont été vraiment bien appréciés, ils sont quand même très réussis, hein, les deux premiers. Et le 3, est-ce que le changement de réalisateur explique, on va dire, le fait qu'il ait été aussi bâché à sa sortie? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais déjà, que penses-tu de ce volet à part, donc X-Men, l'affrontement final? Ce que j'en pense, on va dire que c'est le début de la chute. Pour la saga X-Men, c'est réellement à ce moment-là qu'ils ont commencé, donc au bout du troisième film. Je n'aime pas beaucoup X-Men 3. Ouais. Je trouve qu'il y a des bonnes choses, notamment deux qualités principales, qui sont la relation Charles-Xavier et Oui. Magneto, Oui, toujours. qui est toujours très intéressante. Les deux acteurs sont vraiment géniaux. Je l'ai vu pour la première fois en VO, du coup, vraiment la prestation des deux, l'alchimie qu'il y a entre les deux est vraiment bien faite. Et la deuxième qualité, je dirais que c'est le scénario principal. J'aime bien cette idée de vaccin, cette idée de Oui. est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je continue à être rejeté ou non. Là, ce sont les mutants qui ont vraiment le choix et c'est ce qui les divise. Et je trouve cet aspect très intéressant dans l'histoire, notamment avec le personnage de Malicia, Oui. qui, elle, pour le coup, ça peut lui changer la vie de faire ce vaccin. Oui. Donc, cet aspect-là me plaît énormément. Au-delà, c'est une purge. C'est compliqué, disons. Au-delà de ça, le film est terriblement mauvais, avec un humour gras, avec des scènes d'action molles, un rythme en dents de scie, des méchants qui ont un plan ridicule. Et on ne va pas spoiler, mais le retour d'un certain personnage qui est complètement raté, quoi. Ouais, ça c'est un des problèmes du film, mais justement c'est ça qui est frustrant dans ce film, je te rejoins un peu, alors je vais pas l'exploser le film, bon peut-être que je suis moins attaché aussi à la saga X-Men, déjà j'ai pas regardé ceux d'après, paradoxalement, sauf Logan, voilà, Logan qui est un peu à part et tout, et qui va au-delà même de la saga, enfin, c'est un film... Tu comptes les rattraper? Bah, de toute façon, c'est prévu avec l'endimanché du ciné, quand on pourra refaire du présentiel en mode rattrapage maison, c'est prévu. Ça va faire une belle aventure qui risque de durer pas mal de temps, parce qu'elle a eu 6-7 je crois derrière, je sais plus. Oh, même plus, je crois qu'on en est à 12 ou 13 films en tout. Ah ouais, alors on enlève les 3 premiers, on enlève Logan, oui c'est vrai que ça fait quand même pas mal. Alors sur ce X-Men 3, le problème c'est qu'il y a une frustration. Le début est très très bon.
Tu sais, ça part comme voilà, dans la suite du 1 et du 2, on est dedans avec d'abord une scène de flashback où d'ailleurs on voit le professeur Xavier Magneto aller rendre visite à un mutant du passé. Alors là déjà ça spoil ce qui va se passer aussi. Alors le film n'est pas très subtil là-dessus, hein, mais ça on y reviendra en spoiler. Donc on voit des moments du passé, et puis tiens, on introduit un personnage, un jeune qui a des anges enfin des anges, qui est un ange puisqu'il a des ailes qui lui poussent dans le dos, donc surnommé Angel, un personnage qu'on va retrouver plus tard, qui s'avère être le fils du patron pharmaceutique, et c'est d'ailleurs pour ça hein, que le père crée un vaccin, parce qu'il veut pas que son fils, blablabla. Blablabla. Sauf que ce personnage, hein, autant le dire de suite, il ne sert à rien dans le film. Ah oui, complètement. Il est vraiment là, si on additionne tout, en temps d'écran, il est là 5 minutes. C'est exactement le style de personnage fonction qu'il est là que pour justifier les actes du père. Sinon... Ouais. Voilà, si ce n'est renforcer la thématique de la liberté, parce que tout le film fonctionne là-dessus, enfermement, liberté, etc., avec pas mal d'allégories là-dessus. Et ce film est très intéressant parce que d'un côté, il poursuit voilà, nos personnages des premiers volets, voilà, c'est bien, on va dire, développé dans la logique des deux premiers. Par exemple, Logan, quand même, ça passe, quoi. Pour moi, c'est plus que ça passe. Voilà, c'est peut-être celui qui sauve le film, quoi, hein, toujours. Ouais. Après, on voit un peu plus notre chère Tornade, parce qu'Halle Berry, elle a été un peu sous-estimée, enfin sous-utilisée dans les deux premiers volets, là, voilà. Xavier et Magneto, évidemment. Malicia, alors tu as évoqué Malicia, elle est centrale au dilemme du film, rester elle-même ou enfin devenir humaine pour pouvoir toucher son amoureux et vivre une vie normale. Mais le problème, c'est qu'on la voit pas beaucoup dans le film, elle aussi. C'est ça, moi j'aurais pas dit centrale en fait. Ben, centrale dans la thématique, mais... Oui, dans la thématique, oui, mais elle, idem que Angel, elle a 5 minutes de temps d'écran pendant tout le film, quoi. Donc, au final, elle est liée à l'histoire principale. Je trouve que ce qui l'anime et les dilemmes qui la traversent sont intéressants. Néanmoins, bon, voilà, c'est aussi un personnage un petit peu fonction qui est là pour nous mettre en empathie et nous faire vivre les enjeux au-delà des faits qui se déroulent, quoi. Mais sinon, je trouve ça intéressant, mais c'est pas folichon. Bah c'est peut-être le souci du film, il a eu du mal à gérer les personnages, qui sont vraiment beaucoup. Là où Bryan Singer avait réussi, j'ai l'impression que Brett Ratner a tout court-circuité parce que c'était peut-être... Je sais pas s'il est arrivé sur la production un peu tard, parce que Bryan Singer... est-ce que c'est... Remarque, je crois qu'il n'était pas prévu ce troisième volet à la base, ils l'ont vraiment mis parce que ça a marché, quoi. Donc... Mais pourtant, il y a un cliffhanger à la fin du 2. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être qu'il a été précipité, le film, alors que Bryan Singer aurait dû attendre 1 ou 2 ans pour le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Bryan Singer était sur Rush Hour 3 à ce moment-là. Ah ouais, en plus. Je pense que Bryan Singer... n'importe quoi, je dis des bêtises. C'est Brett Ratner qui a enchaîné. Oui, je dis des bêtises. Bryan Singer était sur Superman Returns, qui a dû, à mon avis, il a dû recevoir un bon petit pactole pour le faire. Et j'ai l'impression que Brett Ratner s'est retrouvé là-dessus, pas par hasard, je pense qu'il a vraiment été content d'être là. Mais il a eu du mal à garder, on va dire, la logique d'un Bryan Singer sur le développement des personnages, oui, mais sur la faculté de bien les gérer par rapport à une intrigue. Sur le plan action et tout, c'est génial, hein. Il y a de très belles scènes, de belles bastons, pas de soucis. Il y a un final à... Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je les ai quand même trouvées assez molles. Les scènes d'action, je trouvais que les tableaux n'étaient pas très beaux. Ouais. Par exemple, ce tableau dans la forêt là, qui ne ressemble à pas grand chose, ou même ce tableau final. Bon, il y a le pont qui est sympa, mais hormis ça, je trouve qu'au niveau des scènes d'action, c'est beaucoup moins impressionnant. Et j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment pas foulés, qu'il n'y a pas eu de recherche visuelle, de recherche de cadres intéressants, de décors sympas et tout. J'ai l'impression que tout a été fait comme un épisode de Power Rangers, pour caricaturer un peu. Ouais, mais je me souviens quand même dans cette forêt avec Logan, c'est quand même... Voilà, il y a une petite baston sympa avec Logan, mais c'est vrai que ça dure pas beaucoup. La fin en mode militaire, affrontement final... ouais, là c'était peut-être un peu too much quand même, hein. Avec Alcatraz, attention, parce qu'on est dans cette thématique prison-liberté, donc ils ont pris Alcatraz. C'est pas très subtil quand même. Mais bon, non, pas du tout. À la rigueur, pourquoi pas. Et j'ai l'impression que le film est totalement déséquilibré, avec un bon début, une bonne première partie, le retour d'un personnage, voilà, et la fin qui... allez,
on bazarde assez vite quand même certaines choses, notamment certains dilemmes de personnages quand même. Ouais. Et alors, le film a voulu jouer quand même sur la corde sensible en nous mettant en danger certains héros, et il y a certains héros qui y passent, hein. Donc ça c'est bien, mais j'ai un peu l'impression que parfois c'est forcé sur certaines disparitions. Je pense que là-dessus on va ouvrir la zone spoiler, parce que... Allons-y, parce que je pense qu'on va pas être d'accord. Ah, bah c'est intéressant. Alors du coup, attention, spoiler. Alors déjà, le personnage qui revient, mais bon, c'est déjà teasé à la fin du 2, tu as raison. Jean Grey n'est pas morte, elle revient alors en tant que... Mais oui. Alors en tant que Phoenix, en tant que personnage schizophrène, et c'est pour ça qu'on a une ouverture sur elle, petite fille, on voit qu'elle a les pouvoirs absolus. C'est le mutant qui a les plus gros pouvoirs, la seule d'ailleurs, niveau 5 je crois. Plus forte que Magneto et Xavier réunis, si on veut. Après tu n'as pas vu encore toute la saga. Voilà, c'est le plus fort. j'ai pas encore vu toute la saga, c'est vrai. Et elle revient en mode schizo, oui, elle est un peu elle-même, mais elle ne l'est plus. Et puis alors, hop, Cyclope arrive, il la retrouve, et pouf, c'est la mort la plus expédiée de l'histoire. Quelle tristesse, mon Dieu, c'était mon personnage préféré du 1 et du 2. Et le pire, c'est qu'il n'est pas assez exploité à mes yeux dans le 1 et le 2, je trouve. Et là, au revoir. Et pendant tout le film, je me suis dit, mais attends, en fait, il va revenir. Ah bah, bof. non, il revient pas. Voilà. Il revient pas, il revient en caméo un peu plus tard dans la saga. Ouais. Mais sinon, non, il revient pas. Après, le personnage aussi revient, parce que je crois que tu le sais, que les X-Men ont à moitié rebooté leur saga et qu'ils ont changé tout le cast et tout, du coup. Et ils ont pris Ty Sheridan. C'est Ty Sheridan, exactement. À partir de là, moi, c'est ce moment où le film bascule. Ça arrive au bout de quoi, 25-30 minutes. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le film bascule et qu'on tombe dans quelque chose de complètement inintéressant, un peu à la telenovelas, où on va se concentrer sur des intrigues qui sont pas forcément folles. Enfin, quand tu compares à Striker dans X-Men 2 et les enjeux de malade qu'il y avait dans X-Men 2, là, on en est à des millénaires, quoi. Alors que pourtant, c'est censé être plus gros, mais ça l'est pas. Ça change, et c'est sûr que le problème, c'est que j'ai un peu l'impression qu'avec cette mort rapide, c'est soit ils savaient pas quoi faire du personnage, je pense que c'est ça, soit ils ont voulu créer un choc. Mais c'est trop brutal pour moi. Alors oui, c'est osé. Ça me rappelle un peu une saison, enfin, sans spoiler, je sais pas si tu connais 24 heures chrono. Bien sûr, grand fan. Voilà, un début de saison, il y a 2 personnages qui meurent dès le premier épisode. La saison 5, voilà. Saison 5. On n'en dit pas plus. Sur le coup, t'es là et tout, mais tu te dis, oula, c'est pour placer des enjeux, pour choquer, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Bah là, c'est un peu pareil, même si 24 heures chrono le gère mieux quand même. Et là, voilà, et puis après, bon, Phoenix, voilà, est-ce qu'elle va être méchante ou gentille? Bon, c'est très vite, elle va devenir méchante sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, pour la liberté. Ok. Et puis il y a un autre, alors là, par contre, c'est quand même mieux géré, la mort de Xavier. Ah, j'adore cette scène. C'est assez violent quand même, hein. Ouais. Moi, je la trouve vraiment très réussie en termes d'enjeu. Pour le coup, là, visuellement, il se passe vraiment quelque chose avec Wolverine qui est collé au plafond avec ses griffes et tout. Cette scène est vraiment très impressionnante. Et d'ailleurs, elle fait écho à l'ouverture flashback. C'est ça qui est bien, c'est que là, on voit quand même qu'il y a eu quelque chose. Et puis Magneto qui est vraiment déchiré entre continuer son combat et la perte de son ami, c'est fort quand même. D'ailleurs, la toute dernière scène où il joue tout seul aux échecs, c'est la solitude pour lui. Il se rend compte que sans son ennemi, il n'est plus rien. Ouais. Mais d'ailleurs, tu as remarqué qu'il arrive à bouger. Oui, échecs, juste c'est pour ça que je me dis, ils ont fini la trilogie dessus, mais ils avaient peut-être l'idée de recontinuer un truc derrière, je sais pas. Alors, c'est pas du tout un spoiler de dire ça. La saga est très décousue et il y a une tonne d'incohérences. Et sache que Magneto qui perd ses pouvoirs et la mort de Xavier sont des événements qui seront complètement ignorés dans quelques films. Remarque, la mort de Xavier, vu la scène post-générique du film, à la rigueur, il aurait réussi à se régénérer. Oui. Il se régénère dans le corps de ce qui serait son frère jumeau, il paraît, soi-disant. Hein. C'est ça, j'avais complètement oublié cette scène post-générique, c'est vrai, effectivement. Heureusement. Il est censé se régénérer dans un autre corps, Qui serait le sien, en fait, celui de son jumeau. Du coup, ça va être le sien, en tout cas. Il changera pas de tête, Patrick Stewart. Ou alors, petite chirurgie esthétique, je ne sais pas. Mais voilà, après, le problème, c'est que ce film devient presque illisible à la fin. Enfin, il est illisible dans le sens visuel. Les enjeux sont clairs, quoi. C'est une sorte de baston affrontement final qui fait en mode voilà, il faut faire une conclusion épique de la trilogie. Et je trouve que ça manque de subtilité, tout simplement. Là où le film aurait pu aller dans un côté très psychologique,
Bah à part mettre des petites romances avec Malicia, tout ça, le personnage d'Angel qui vient sauver son père, là, à un moment, c'est des gros sabots. C'est nul. Hein. C'est dommage parce qu'ils ont quand même pris Ben Foster, qui je sais pas combien il a été payé pour apparaître 5 minutes comme ça. En plus, ils ont fait tout un pataquès sur le casting, je crois, d'Angel, et apparemment, bah, ils ont fait... Il est sur l'affiche, Angel est sur l'affiche. Pourquoi? Et en plus, il a son flashback au début, ça ne sert à rien. Oui, si, il est là pour installer l'enjeu. C'est lui qui force le père à créer un vaccin. Et d'ailleurs, le petit mutant, oh, c'est triste quand même, le petit mutant qui a l'antidote en lui. Ouais. C'est triste quand même, hein. Il est utilisé comme un cobaye, voilà. Et à un moment, il voit la liberté, il voit Angel s'envoler au loin, il voit la liberté. Et ça aussi, on n'en fait rien. C'est dommage parce qu'on voit qu'il y avait peut-être sur une certaine écriture des envies de creuser la thématique, mais au final, ils se sont concentrés sur l'action. Ce qui est très dommage parce que je me souviens que X-Men et X-Men 2 durent environ 2 heures. Déjà, celui-là, il dure 1h46, je crois, quelque chose comme ça. À peu près. Et du coup, déjà, on a un quart d'heure en moins, on a une histoire qui est très décousue. Et Angel, je suis désolé, je suis pas scénariste hollywoodien, mais moi, de base, si j'avais inclus ce personnage comme ça, bah, j'aurais mis un conflit entre le père et le fils, et le fils qui est déchiré entre parce que les deux se font la guerre, comme un Xavier Magneto, tout simplement. Tu vois, le fils qui est du côté de X-Men, le père qui est du côté un peu de pas vraiment de Magneto, mais il est pas du côté de son fils en tout cas. Ça aussi, c'est les anti-mutants. Et du coup, il aurait pu y avoir des enjeux intéressants que tu lirais à l'histoire principale entre les deux, quoi. Ça aussi, c'est bizarre. Et puis voir le camp Magneto et le camp Xavier continuent à se faire un petit peu la guerre alors que la menace est ailleurs. Enfin, ou alors, il y aurait eu plus de changements de camp, ça aurait été peut-être plus logique. Le problème, c'est que X-Men 2, Xavier et Magneto font déjà alliance. Oui, voilà. Donc dans le 3, malgré qu'ils pourraient faire alliance, bah ils le font pas parce que dans le précédent film, ça a déjà été fait. Ouais, mais bon, il y aurait eu une logique quand même. Enfin, je trouve, après la fin, voilà, en mode faux sapiens, bon, si on veut. J'étais frustré, en fait, au visionnage de ce film. Hein. Je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans cette zone spoiler, peut-être? Non, je pense que tout est dit. Tout est dit. Alors, en refermant la zone spoiler, il y a un truc qui me revient en tête, c'est l'humour. Moi, je l'ai pas trouvé très très bon. Le problème, c'est il y a le personnage du fléau, là, qui est là juste pour le comic relief, par exemple. Oh mon dieu, ouais. Non, il est horrible, ce personnage. Ça, c'était bien. J'ai trouvé que le costume était bien fait, et que le personnage, visuellement, il ressemblait un peu aux comics. Mais à part ça, non, il est complètement ridicule. Avec le casque pour le brushing, il le dit. Ouais. Et puis alors, le seul truc comique que j'ai apprécié dans le film, c'est l'apparition de Stan Lee dans son jardin. Voilà. Celle-là, elle est sympa. Et puis quand Logan allume son cigare dans la scène du début, dans la scène des sentinelles. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Mais sinon, franchement, niveau humour, c'est pas top. Il manque d'ailleurs ce côté un peu... Logan, il est pas très percutant là-dessus sur le film. Bon, en même temps, l'enjeu devient plus sérieux peut-être. Mais bon, puis l'amourette autour de Malicia, du coup, son dilemme, c'est juste pour l'amour. Bon, c'est bien, hein. Mais ouais, ça manque d'une certaine envergure quand même, hein, je trouve. Hein. À l'image de Angel et ses ailes, l'envergure, bof. Quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas un mauvais... J'ai pris un bon moment sur le côté divertissement, mais par rapport aux deux premiers, je suis un peu sur ma faim. Mais d'ailleurs, quelle serait ta conclusion? Je sais pas si tu oserais mettre une note sur ce film. Mais... alors, si je lui mets une note, je lui mettrais 4 sur 10. Oui. Et en conclusion, je dirais que la saga X-Men a commencé à tenter d'aller sur des nouveaux terrains et de lui donner un nouveau genre de film moins sérieux, plus grand public, un peu plus popcorn, avec moins de thèmes philosophiques, etc. On voit ce que ça a donné, et voilà, moi ayant vu la saga entière, je te confirme que la saga va bien se perdre à partir de là. C'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que ce 3 est en mode plus blockbuster des Marvel qui vont venir, quoi. Ouais. Ça commence à dériver, le film de super-héros commence à dériver vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors attention, il y a tout qui n'est pas acheté. C'est beau visuellement. Il y a des trucs qui sont bien faits dans l'action, c'est bien rythmé. Mais quand même, je suis un peu frustré sur cette fin. Moi, je dirais dommage, parce qu'il y avait moyen de faire une grosse conclusion. Et là, on se retrouve avec un film sympatoche, un petit 6 sur 10. Bon, voilà, je mets une note comme ça.
Disons que si on avait continué sur le rythme du début jusqu'à la réapparition de Qui tu sais, on aurait pu aller surfer sur le succès, sur la qualité des deux premiers. Mais voilà. Ouais. Du coup, je suis un petit peu resté sur ma faim. Ça reste quand même très visible, voilà, enfin, très acceptable visuellement et tout. Mais on perd quelque chose. Et surtout par rapport au premier volet qui était bien sombre et tout. Je trouve que les thématiques se sont assagies, quoi. Voilà, la liberté, bon, ouais. Puis alors, il y a un personnage, on n'en a pas parlé aussi, le ministre des Affaires mutantes. Il apparaît sorti de nulle part. Il était où dans l'épisode 1 et 2, lui? Donc, il était pas là, il faut voir les reboots pour... Ouais. Bah, oui. Bon, tu verras par toi-même avec l'endimanché. Ouais. Mais après, moi, je trouve que voilà, globalement, la saga X-Men, elle est vraiment triste. Quand je regarde tout, j'ai l'impression de voir un gâteau mal formé avec beaucoup trop de saveurs différentes et comme si on avait voulu mixer un tiramisu avec, je sais pas, une Charlotte au chocolat, tu vois, c'est quelque chose qui est un peu difforme et qui fonctionne pas vraiment. Ils font du sérieux, après ils viennent dans le coolos, après ils vont complètement dans le ridicule nanardesque, ensuite ils veulent revenir au sérieux, mais enfin bon, et ça se perd dans des voyages dans le temps, des retours, des réécritures, des machins. La timeline de cette saga est un énorme bordel. Je trouve que c'est très dommage. Je trouve que c'est très dommage pour cette saga qui aurait pu être l'une des plus grandes sagas de super-héros. Bah finalement, c'est simplement X-Men, voilà, avec des bons films et des moins bons. Bah écoute, en tout cas, c'est un beau prélude sur ce que je découvrirai après. Ah, tu me l'as bien vendu. Je suis désolé, mais il y a des bons films. Oui. First Class, que je trouve excellent, qui est pour moi le meilleur X-Men avant X-Men 2, X-Men First Class, et Logan, que je trouve aussi très brillant. Oui. Après, voilà, il t'en reste d'autres à découvrir qui sont beaucoup moins bien, mais First Class, j'espère que tu apprécieras. Bah écoute, de toute façon, je te tiendrai au courant, hein. Enfin, je tiendrai au courant tout le monde, fatalement. Et bah écoute, merci beaucoup pour cette discussion sur le X-Men affrontement final, qui n'est pas le final du coup de la saga. Pas du tout. Voilà. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures, parce que là, tel que vous le voyez, on va enregistrer une autre vidéo dans la foulée. Sur quoi? Mystère! Allez, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao! Ciao à tous!